où ils vont régler les comptes. Chers amis auditeurs, chers amis téléspectateurs, d'où vous êtes, nous vous disons bonsoir sur Radio Urumuri, la radio de la société civile, la radio qui a les valeurs issues de la société civile. Ce soir, nous allons parler de ces dirigeants, comme le disait Philippe Doukourou, ces dirigeants qui ignorent le bien de leur peuple et qui passent dans les chemins tortueux qui vont à l'encontre du bien de leur peuple. Aujourd'hui, rappelons aussi que le 30 août est une date anniversaire de la lutte contre les disparitions forcées. Donc c'est vraiment le moment de parler de ces mauvais dirigeants qui ignorent toutes ces valeurs de la société moderne, entre autres ceux de préserver le bien de leur peuple. Les émissions de ce soir, nous les débutons en français, comme d'habitude, comme tous les mardis, et nous allons parler justement, comme je le disais, du dirigeant de notre pays, le Rwanda, Paul Kagame, et son parti politique qui dirige le pays, de leur comportement et du mal qu'ils font partout où ils passent. Nous allons parler du mal qu'ils causent. Bon, disons que tout le mal qu'ils causent a des conséquences sur la population rwandaise, mais aujourd'hui spécialement, nous allons parler du mal qu'ils causent à l'extérieur du Rwanda, au travers les dirigeants des pays, que ce soit les pays limitrophes avec le Rwanda, que ce soit les pays africains ou même les pays occidentaux, où ils portent le mensonge, où ils portent les duperies auprès de ces dirigeants étrangers et à force de leur faire signer des conventions, des traités, ils les engagent dans leur chemin qui les amène à opprimer le peuple rwandais, et ils exportent leur mauvais caractère justement à d'autres peuples au travers de ces dirigeants étrangers. Nous allons en parler avec l'ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney ce soir, qui est avec nous. Je commence d'abord par lui souhaiter la bienvenue. Bonsoir, ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney. Bonsoir, cher Aloïs Seponga. Bonsoir à tous ceux qui suivent cette émission et à travers ceux qui la suivront un peu plus tard. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté notre invitation ce soir, parce que nous allons parler d'un sujet qui regarde en fait d'une part la diplomatie, mais d'autre part la gouvernance, et bon, disons que tout est compris dans la diplomatie, les relations extérieures. Nous allons parler de notre président, le président Kagame, et son parti politique, le FPR. Parce que dans notre pays, c'est eux qui font la politique, donc toutes les politiques en fait. Nous allons parler de leur... bon, je sais que c'est un sujet qui est un peu difficile, parce que nous sommes des Rwandais qui allons parler du mauvais comportement de nos dirigeants. C'est pas... enfin, nous devons le dire, nous devons le faire, mais c'est pas de gaieté de cœur. Nous aurions aimé louer nos dirigeants, parler du bien qu'ils font à notre peuple, du bien qu'ils font à nos amis étrangers. Mais hélas, on va parler aussi, surtout aujourd'hui,
de l'autre côté de la médaille, de ce mal qu'ils font souvent dans leur comportement avec nos dirigeants amis. Ambassadeur d'Exima Jean-Marie Vianney, je pense que c'est un sujet qu'on devait dire, c'est un abcès qu'on devait crever. Nous avons ce devoir, je pense, auprès de nos amis compatriotes, mais aussi et surtout auprès de nos amis étrangers. C'est un sujet donc qu'il fallait qu'on évoque, ambassadeur d'Exima Jean-Marie Vianney. Je dirais même que c'est vrai que ce n'est pas du gaieté de cœur qu'on parle tous les jours de son pays en mal, et puis de toute façon, ce n'est pas de notre pays que nous parlons. Nous parlons des dirigeants de ce pays. Nous connaissons notre pays, le Rwanda, le pays d'origine. Nous connaissons la population rwandaise et le peuple de notre pays. Mais ils ne sont pas à confondre avec ceux qui dirigent ce pays aujourd'hui. Donc nous sommes, en tant qu'êtres humains et en tant qu'activistes des droits de l'homme et citoyens du monde, parce que nous sommes quand même aussi citoyens belges, citoyens français, citoyens tout simplement de la vérité, nous devons avoir le courage de dire la vérité, même quand ça ne plaît pas, à ces dirigeants et encore moins à leurs alliés des pays dans lesquels nous vivons. Donc, moi, quand je critique le régime de Kigali, je le fais de gaieté de cœur, justement pour essayer que ça s'améliore. Ce n'est pas pour faire mal aux Rwandais ni au peuple rwandais, mais c'est pour faire bouger les lignes, d'abord pour faire comprendre certaines choses qui ne sont pas dites au Rwanda, pour les mettre, disons, sous la lumière par rapport à notre population qui n'est pas souvent renseignée, qui n'a pas les moyens de se renseigner ni de suivre l'actualité. Et donc, nous devons être à l'aise lorsque nous parlons de la situation au Rwanda, tout comme s'il y a des choses à critiquer en France, ou en Belgique, ou aux États-Unis, ou en Angleterre, ou ailleurs, nous devons aussi les dire, les dénoncer, en étant tout à fait à l'aise, en tant qu'êtres humains, en tant qu'activistes, et en tant que défenseurs des droits de l'homme, tout simplement. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Le Rwanda est devenu actuellement le champion, toute catégorie, des pays qui font signer des conventions, des contrats avec les pays extérieurs. C'est vraiment chaque ministre qui va à l'extérieur, surtout le président, là où il va, il fait signer 10 conventions d'un coup. Donc, le Rwanda est devenu champion de toutes ces conventions, de faire signer les partenaires. On peut se dire, oui, c'est bien que on soit lié avec les pays partenaires par des conventions, par des textes, mais ici nous allons parler du contenu de ces conventions. Nous allons parler du contenu de ces textes qui lient les partenaires étrangers au Rwanda et qui engagent donc ces dirigeants étrangers à certains devoirs envers le Rwanda ou à certains avantages qu'ils doivent au Rwanda. Là, je parlais du contenu, c'est que souvent, une deuxième chose, c'est que souvent ces conventions qu'ils signent avec ces dirigeants étrangers, ils les entraînent dans un coin et ils les font signer ces contrats sans que souvent les organes de leur pays en sachent quoi que ce soit. Et la raison deuxième est issue de la raison première dont on parlait, c'est que le contenu, s'il était vraiment clair, le Rwanda pourrait laisser ses partenaires parler du contenu de ces contrats avec les organes respectifs de leur pays.
Mais non, souvent voilà, c'est vite fait, c'est lors d'une visite que le Rwanda sort de sa mallette des papiers. Ils disent voilà, écoutez, signons ceci, signons cela, et les autres dirigeants, ils signent de bonne foi, parfois sans lire des petits textes, des textes en petits caractères qui sont quelque part. Ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney, je pense pas que je me trompe à ce sujet. Vous qui êtes diplomate de carrière, vous qui avez fait signer des contrats entre pays, entre différents pays, je pense que ce que je dis, quand même, est une réalité réelle. C'est une réalité, sauf que l'initiative de tous ces accords et conventions signés entre le gouvernement de Paul Kagame et certains pays, parce que ce n'est pas tous, ce n'est pas toujours, je pense, d'initiative rwandaise. Tout simplement, la France connaît les difficultés de Paul Kagame, les difficultés financières, les difficultés politiques, mais aussi l'utilité de ce régime dans la région des Grands Lacs. Une utilité qui n'est pas toujours favorable aux intérêts des autres peuples de la région. Mais la France sait. Et la France sait par quel bout commencer pour amener Paul Kagame à accepter tel ou tel accord. Parce que la France n'est pas un pays dirigé par des enfants. Hein. Ils ont des gouvernements élus démocratiquement. Le chef d'État, même l'actuel qu'on qualifie souvent de trop jeune, moi je ne pense pas que quand il va signer des accords avec Kagame, ou quand il va décréter à Kigali que seule telle ethnie a été victime de massacre, que tel autre n'a rien à dire, et que ceci et que cela, je ne pense pas qu'il le fasse sans raison. Il a des intérêts et il veut plaire à ce régime. Les Anglais, lorsqu'ils signent un accord pour l'exportation ou l'enlèvement forcé de réfugiés africains ou asiatiques, arrivés en Angleterre par les voies sans doute que nous connaissons et qu'on veut les déverser sur le Rwanda, ce n'est pas toujours nécessairement Kagame qui prend l'initiative. Ce sont des pays qui connaissent aussi les difficultés de Paul Kagame. Eh bien, comme ils savent qu'ils prêchent, disons, dans un terrain conquis à l'avance, hein, sur le plan de l'acceptation ou du refus de tel ou tel accord, ils y vont, ils ne se le cachent pas. Les États-Unis sont un peu plus malins, j'allais dire. Ils n'annoncent pas les accords. Ils les signent et on les voit ensuite sur leur gazette officielle. Hein, quand ils ont signé des accords de défense, on les a vus sur les sites officiels du gouvernement américain. On voyait aller et venir des officiels, des délégations américaines à Kigali et vice-versa. Mais on ne savait pas vraiment sur quoi ça tournait. On l'a su après, que ce sont des accords engageants, très engageants, même trop engageants, qui violent la souveraineté d'un pays comme le Rwanda. Après, les Rwandais sont devant un fait accompli. Le président Paul Kagame, évidemment, est là à se louer et à se contenter de dire, voilà, j'ai fait ceci pour vous, nous allons construire un aéroport, nous allons faire ceci avec les Américains, avec les Français, avec les Anglais, avec les Allemands et autres. Mais je ne pense pas que Kagame force la main à qui que ce soit. Il a sa part de responsabilité. Mais ce n'est pas Paul Kagame qui a forcé Emmanuel Macron à mettre en place une commission, la commission nucléaire, et qui a conclu comme le président de la République française le demandait, puisque c'est écrit même dans leur mission du départ. Dans l'ordre de mission de cette commission, on précise que c'est pour arriver à ça. Donc c'est l'ordre du président, brouillez-vous pour atteindre l'objectif que je vous ai fixé. Et ça a été le cas. Donc nous devons
ce n'est pas pour exclure la responsabilité de Kagame. Mon Dieu, Napoléon, je pense qu'il n'aurait pas pu avoir autant de pouvoir pour forcer. Napoléon, c'était la France en plus, c'était une grande puissance. Mais Kagame n'a pas la possibilité de forcer. En revanche, il se comporte comme un mercenaire en faveur de tous ces pays. Donc, dans l'Afrique centrale et des grands lacs que nous connaissons, Kagame se comporte et joue le rôle d'un mercenaire. Nous pourrons en parler après. Et vous savez, les pays occidentaux, ils ont toujours aimé utiliser les mercenaires ou alors utiliser les sous-traitants. Nous disons souvent tipo-tipo. Kagame se comporte comme tipo-tipo au 19e siècle. Et les Occidentaux, ils aiment ça. Voilà, ce n'est pas pour laver Kagame de tout soupçon d'abus, de ceci ou de cela, mais je ne pense pas qu'ils puissent forcer tous ces pays à faire ceci, à ne pas faire cela. Eux aussi sont dans le coup. Parce que Kagame prend des mesures contraires à nos intérêts avec ces pays et avec leur connivence, ils sont aussi responsables que Kagame. C'est ce que je voulais dire. Vous faites bien de le souligner, hein, c'est comme ça clair. De toute façon, ils sont majeurs et vaccinés. Ils ne peuvent pas signer ce qu'ils n'ont pas lu, ce qu'ils n'ont pas... non, ils sont responsables. Mais peut-être c'est mon français un peu rouillé et flamandisé. Parfois j'ai du mal à trouver des mots adéquats en français. Donc, il ne les force pas à signer, mais il a cette façon de les faire miroiter certains intérêts qu'il tirerait de ces accords que parfois ils ne s'attendent pas à ce que lui, il a un plan caché qu'il va tirer de ces accords. C'est ça, si j'essaie un peu d'expliquer, c'est pourquoi j'ai insisté sur le contenu de ces accords qui doivent être analysés, qui devraient être analysés avant de... Et même s'ils doivent être analysés, je ne pense pas qu'ils comprendraient, ces dirigeants étrangers comprendraient le langage de Kagame. Si nous ne parvenons pas à comprendre ce langage, parce qu'il n'en a pas un, si nous, les Rwandais, ne parvenons pas à comprendre ce qu'il y a derrière son langage, ce ne sont pas, je crois, les dirigeants étrangers qui vont facilement comprendre ses plans ou ce qu'il y a derrière ces contrats. Voilà, donc au moins c'est clair. Donc c'est vrai, ces dirigeants, ils signent, et surtout les dirigeants des pays dits démocratiques, eux, ils ont les organes avec eux, les organes démocratiques de leur pays, et voilà, ils devraient, ils essaient parfois de faire passer ces textes dans les organes, mais les organes aussi, parfois, voilà, ce que le président leur a présenté, que c'est bien, alors c'est bien. Je vais peut-être revenir oui. sur mon affirmation de tout à l'heure pour étayer, je donne des exemples pour étayer ce que je viens de Oui. dire. Hein. Prenez le contrat, la convention entre le Rwanda et le Royaume-Uni sur l'envoi de réfugiés, plutôt de candidats, tout un service britannique qui est transféré au Rwanda pour examiner les raisons de la demande d'asile. Parce que c'est bien cela, on ne les envoie pas seulement pour aller au Rwanda, mais on transfère tout le service chargé des questions d'asile en Grande-Bretagne, du moins relatif à certains pays. Eh bien, la Grande-Bretagne avait fait la même proposition à plusieurs autres pays africains, comme le Congo-Brazza, comme l'Afrique du Sud et certains autres. Eh bien, tous ces pays ont décliné l'offre. Ils ont dit, nous ne voulons pas être votre déversoir de réfugiés
examinez d'abord la demande de ces réfugiés, dites-nous où on peut vous aider, mais ne nous forcez pas à nous mettre à la place des services britanniques. Eh bien, Kagame a pris la proposition sans même discuter. Parce qu'il est connu pour ça de toute façon. Rappelez-vous, pour les réfugiés qui viennent de Libye, là aussi, c'était le seul pays africain qui a accepté la proposition de l'Union européenne. Mais c'est vrai que là, il est allé aussi demander cette affaire, ce contrat, qui lui apporte beaucoup d'argent. Hein. Mais nous devons rappeler ici que par rapport à l'Union européenne, le Rwanda de Kagame, le président Kagame, a été le seul chef d'État africain à avoir soutenu la décision de l'OTAN et de l'Occident en général d'aller frapper la Libye, d'aller assassiner le président Kadhafi. Contrairement à une décision, à une résolution prise par la conférence au sommet de l'Union africaine. Kagame était là lorsque la décision a été prise, mais il est passé derrière pour dire aux Européens et aux Américains, écoutez, voilà ce que décident les Africains, mais moi je suis prêt à vous soutenir, mais à avoir un contrat. Donc il était au courant aussi de toutes les répercussions de cette guerre contre la Libye, notamment en matière de terrorisme. Et lorsque le terrorisme a commencé, lorsque des centaines de milliers de Libyens et d'Africains du Sahel ont commencé à se déverser sur des pays comme le Mali, comme le Niger, comme le Burkina Faso et d'autres, Kagame a sauté sur l'occasion pour aller proposer aux Européens, à l'Union européenne, de récupérer les réfugiés africains, parce qu'il y en avait beaucoup qui voulaient traverser la Libye et entrer en Europe, et ce n'était pas gratuit. Ils recevaient quelques milliers d'euros par tête de réfugiés. Et aujourd'hui, ça continue. La semaine dernière encore, il y a des réfugiés africains, afghans et autres, qui sont arrivés au Rwanda. Discrètement, on n'en a même pas parlé. On a juste vu l'annonce de leur arrivée, mais tout ça se fait bien sûr parce que, vous savez, Kagame qui se déclare panafricaniste a du mal à expliquer cette attitude. Tous les autres Africains sont contre cette façon de faire, mais lui, il le fait, il encourage les pays européens qui arrêtent les Africains, en fait, il participe à ce crime contre les réfugiés, contre les immigrés qui sont au bord de la Méditerranée ou qui sont carrément refoulés d'Espagne, refoulés d'Italie ou de France et ramenés en Afrique. Kagame les récupère et il est payé en conséquence. Le problème, c'est que quand ils arrivent au Rwanda, ils ne répondent jamais de leur devenir. Ils ne disent jamais ce qu'ils deviennent. Ce sont des milliers qui sont déjà au Rwanda aujourd'hui. Mais que sont-ils devenus et que font-ils dans ce pays lorsqu'on sait que beaucoup d'entre eux sont déjà partis par l'Ouganda ou alors ont été versés dans les effectifs de la Rwanda Defense Force. Ça aussi c'est connu, c'est des gens conformes hein, qui ont tenu au Rwanda pendant quelques mois et puis ils sont tout simplement intégrés dans l'armée rwandaise pour faire la guerre à ses voisins, notamment à la RDC. Nous devons pouvoir le dire, ne pas pour dédouaner les Européens et les Américains qui lui donnent les moyens de faire cela, mais pour souligner la responsabilité effectivement de Paul Kagame qui utilise tous ces phénomènes, tous ces contrats, toutes ces conventions pour déstabiliser la région. Voilà ce que je voulais ajouter. Lui, il a chaque fois un plan. Hein? Il a chaque fois un plan qui ne dévoile pas à ses contractants. Voilà, il fait signer les contrats en toute légalité à ses dirigeants étrangers. Mais lui, dans le contrat, il y a un autre contrat. Il a un plan. Et un plan qui qui ne coïncide pas avec l'intérêt que ses partenaires ont dans ce contrat. C'est là le problème, c'est là la fourberie, c'est là le mensonge. Et malheureusement, ces dirigeants,
ils le comprennent plus tard, et alors que les conséquences sont déjà là. Vous parliez de l'utilisation de Paul Kagame, l'utilisation qu'il fait disons, immigrés qu'il a envie d'amener au Rwanda en grand nombre. Il a un plan pour ça. Et les Britanniques, parfois, ils ont compris ça plus tard, alors que le contrat a été signé, justement. C'est ça le problème. Ici, il y a un journal que vous avez probablement lu qui dit que les responsables britanniques ont fait part de leurs inquiétudes concernant la politique rwandaise selon des documents. Donc, les Britanniques, après avoir constaté que Kagame avait un plan derrière, ou alors tout simplement parce qu'ils croyaient que leurs intérêts allaient être servis par ces contrats, ils ont accepté de signer. Et au milieu du chemin, ils ont trouvé que c'était difficilement acceptable par certains organes britanniques. Alors, ils ont commencé les magouilles. Certaines autorités, certains individus ont commencé les magouilles pour cacher certains documents, pour cacher certaines vérités. Et là, c'est un signe que Kagame les a induits en erreur. Ils ne connaissaient pas que le contrat qu'ils allaient signer avait autre chose derrière. Parce que selon les documents qui ont été révélés, nous allons le voir dans cet article, les plans de Kagame, ils ont été découverts par après. Donc, une organisation qualitative affirme que les révélations dans une affaire judiciaire brossent le tableau d'un secrétaire à l'intérieur désespéré. Le secrétaire donc c'est Madame Patel c'est le secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur. C'est notre ami Google qui fait quelques voilà. Donc le tableau d'une secrétaire d'État à l'intérieur désespérée de faire passer la politique. Parce que tout était découvert. Le ministère de l'Intérieur a fait passer sa politique d'envoi des demandeurs d'asile au Rwanda, malgré les inquiétudes répétées des responsables du gouvernement britannique. Il y ressort de documents soumis à une audience de la Haute Cour. Donc cela a été constaté par ces documents. Le gouvernement a divulgué les documents qui soulèvent de nombreuses inquiétudes quant au plan du Rwanda avant une audience complète plus tard cette année sur la légalité de la politique. Donc, on peut ici souligner les inquiétudes quant au plan du Rwanda. Donc, le Rwanda a des plans qu'ils ont découverts par après. Les demandeurs de la constatation judiciaire comprennent les organisations qualitatives, Cray for Calais et détention d'action, et le syndicat PCS qui représente de nombreux employés du Home Office. Voilà. Même le Home Office, donc le ministère de l'Intérieur, les fonctionnaires ont un syndicat qui s'est inquiété, d'ailleurs qui était partie prenante dans le disons le cas de ces réfugiés. Ils travaillent avec plusieurs demandeurs d'asile individuels de pays tels que l'Irak, le Soudan, la Syrie et l'Albanie qui ont été menacés d'expulsion vers le Rwanda lors d'un vol le 14 juin qui a été bloqué après une action en justice. Voilà. Mais si on va plus rapidement, les révélations du gouvernement dans le cadre de l'affaire révèlent que le 10 février 2021, le haut-commissaire britannique au Rwanda, donc je suppose que c'est l'ambassadeur ou en tout cas son collaborateur, a déclaré que le Royaume-Uni ne devrait pas conclure d'accord avec le Rwanda car le pays africain, donc le Rwanda, ce pays africain,
avait été accusé de recruter des réfugiés pour mener des opérations armées dans les pays voisins. Je suppose que ce haut fonctionnaire, le haut commissaire britannique au Rwanda, connaît la réalité, connaît les plans, lui connaît les plans de Kagame et du FPR. Alors, il a mis en garde le ministère de l'Intérieur, via probablement, vous le savez mieux que moi, le ministère des Affaires étrangères. Donc, il a fait des notes qui expliquent clairement ses inquiétudes. Le 18 février, une semaine plus tard, le 18 février 2021, le Rwanda a été identifié comme l'un des 14 pays évalués comme présentant des problèmes importants en matière de système d'asile et de droits de l'homme. Le Rwanda a reçu une note orange et rouge du gouvernement britannique en raison de graves préoccupations en matière de droits de l'homme. Voilà. Ça aussi, c'est un document qui montre que le gouvernement avait des raisons de ne pas pouvoir signer avec le Rwanda un tel contrat. Une note du Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du développement datée du 20 mai 2021, quelques 2 mois plus tard ou 3 mois plus tard, cette note a exhorté le numéro 10 à ne pas s'impliquer dans l'accord avec le Rwanda, le numéro 10, je sais pas. Donc, le numéro 10, c'est l'adresse du ministère. C'est l'adresse du Premier ministre. Oui, oui c'est ça. Oui. Donc, cette note a exhorté le Premier ministre, Boris Johnson, à ne pas s'impliquer dans l'accord avec le Rwanda en raison de préoccupations importantes en matière de droits de l'homme. Encore une note interne, celle-là, a critiqué les preuves limitées quant à savoir si ces propositions seront suffisamment dissuasives pour ceux qui cherchent à entrer illégalement au Royaume-Uni. C'était la raison qu'il donnait pour signer le contrat d'exploitation de ces réfugiés, de ces migrants avec le Rwanda. Une note interne encore détaillée qui semble être datée du 12 avril 2022, plus récente, la veille donc de la signature d'un protocole d'accord entre le Royaume-Uni et le Rwanda, indiquait que le risque de fraude est très élevé dans l'accord car le Royaume-Uni versait tellement d'argent au Rwanda. L'élément lucratif entre en jeu dans cette note. Disons qu'ils avaient probablement trouvé que le Rwanda avait des dessins lucratifs dans la signature de ces accords, plutôt que humanitaires. Un document datant du jour où le mémorandum a été signé indiquait que le premier groupe de demandeurs d'asile devant être transporté par avion au Rwanda pourrait tester le processus de détermination du statut de réfugié du Rwanda. C'est en quelque sorte ce que vous disiez tout à l'heure, que le Rwanda se chargeait des responsabilités qui ne lui incombaient pas et qui étaient au-delà de la logique et de la Convention sur les réfugiés. Enfin, lorsque le gouvernement britannique a mené une évaluation indépendante du bilan du Rwanda en matière des droits humains, le ministère de l'Intérieur l'a montré au Rwanda pour commenter le projet final et a permis aux responsables de suggérer des amendements. Voilà. Donc, ce sont des documents qui ont été découverts dans le tribunal après que le contrat ait été signé. Donc, des documents qui étaient, disons, si pas cachés, mais, disons, mis au tiroir avant que les réfugiés ne soient embarqués dans l'avion. Quand on dit que ces dirigeants, parfois ils signent croyant que leurs intérêts seront dedans dans l'exécution du contrat, mais après, ils se retrouvent
coincés chez eux parce que les organes chez eux ou les organisations de la société civile voilà, ils se retrouvent coincés et c'est eux, ces dirigeants, qui reçoivent des conséquences mais à la signature, le Rwanda, lui, il sait ce qu'il y a derrière ces contrats. Voilà. C'est un exemple que j'ai repris pour vous le montrer, comme quoi ces dirigeants, ils se retrouvent par après en porte-à-faux avec leur gouvernement. Maintenant, ils sont en justice. Je crois que M. Boris Johnson a démissionné, ce n'est pas à cause de son contrat, mais ça s'ajoute à d'autres choses, et il perd la confiance, la situation lui échappe, il perd la confiance de la population ou de ses compatriotes. C'est un exemple que je donne, ambassadeur de Guinée, Jean-Marie Vianney, mais il y en a d'autres. C'est un exemple justement qui corrobore la thèse que ce n'est pas Kagame seul qui décide. Parce que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni avait été prévenu longtemps à l'avance. Par d'abord l'ambassadeur, le haut-commissaire de UK au Rwanda. C'est leur ambassadeur dans ces pays, donc il suit l'actualité. Il suit tout ce qui se passe. Il est là pour ça. Et il a fait des rapports en disant, faites attention, ce pays, c'est pas un modèle, comme on vous le dit. Ce pays, il a un record très négatif en matière des droits de l'homme. Ce pays est connu pour le mauvais traitement qu'il inflige aux réfugiés étrangers vivant au Rwanda. Et il faut savoir une chose, c'est que Mme Patel, qui est la secrétaire d'État à Londres, a une histoire avec les dirigeants actuels du Rwanda. Elle a une histoire personnelle avec ses dirigeants. Elle-même a ses racines en Ouganda. Son père était un riche commerçant indien ou pakistanais, je ne sais plus, qui vivait en Ouganda. Elle est arrivée à Londres en fuyant Idi Amin. Enfin, ses parents en tout cas. Et donc, elle a une histoire commune. Vous savez, quand des gens partagent l'histoire ou le passé, lorsque Patel rencontre quelques dirigeants rwandais qui lui disent « nous étions en Ouganda », il dit « ah bon, tiens, où ça, dans quelle ville, dans quel quartier mon père faisait ceci, mon frère ?» Eh bien, ça crée un certain rapprochement et en Grande-Bretagne, certains ont commencé à penser à des arrangements personnels, d'ordre personnel entre Mme Patel et les dirigeants rwandais. Que ça ne vous étonne pas si un jour, comme les différents responsables, comme l'ancien Premier ministre britannique, l'ancien ministre de la Coopération, eh bien, les Britanniques, à la fin de leur mandat officiel, ils sont devenus les conseillers de Paul Kagame. Des conseillers bien rétribués sur l'argent que la Grande-Bretagne avait versé au Rwanda. Tout ça est connu. Donc, je n'accuse pas Mme Patel d'être directement impliquée dans cela, mais c'est ce qui se dit. Les gens disent qu'elle aurait des relations très étranges avec certains dirigeants rwandais, notamment ceux qui ont passé leur jeunesse en Ouganda, qui sont plus âgés d'ailleurs qu'elle, parce qu'elle est encore jeune, mais ils ont un passé commun. Ils ont un passé commun, ils ont souffert de la période d'Idi Amin. Certains se sont battus pour le chasser et mettre Museveni au pouvoir. Elle aussi, elle a des comptes à rendre à un passé ougandais, donc c'est des choses qu'ils partagent. Quand on voit l'acharnement de Mme Patel dans ce dossier, l'acharnement à convaincre son Premier ministre démissionnaire d'ailleurs depuis quelque temps, et l'acharnement qu'elle a mis à bloquer la décision de justice après la démission de Boris Johnson, on se dit mais pourquoi elle fait tout ça? Pourquoi, à la place, elle ne plaide pas pour l'application stricte de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme et de justice? Pourquoi? Donc, tout ça aussi,
Ça me mène à penser que Kagame et son régime ne sont pas seuls responsables de cette affaire. C'est la même chose dans le dossier de la coopération militaire entre le Rwanda et l'Union européenne. Là aussi, il y a des pays qui sont connus pour être les accompagnateurs et les agents actifs du régime rwandais pour faire passer des décisions favorables à Kagame, notamment dans le financement des actions de formation de l'armée rwandaise, plutôt de certaines armées africaines par l'armée rwandaise. On parle de la Centrafrique, on parle du Mozambique, mais on parle d'autres pays qui sont sous peu, qui vont tomber dans ce jeu, être formés par l'armée rwandaise à la place de l'armée française. Excusez-moi de vous couper, excusez-moi de vous interrompre un peu, mais si on entrait dans ce contrat, comment il a été certainement préparé, on trouverait aussi quelques petits trucs cachés quelque part. Naturellement, c'est pourquoi dans des pays démocratiques, si on voulait vraiment aller jusqu'au fond des choses, il faudrait peut-être organiser une commission d'enquête en Grande-Bretagne. Si les députés le demandaient et si c'était pris en compte, il faudrait qu'on organise une commission d'enquête parce que c'est une question très importante qui gêne les intérêts de la Grande-Bretagne. Et aujourd'hui encore, ils s'obstinent, les Anglais s'obstinent à absolument envoyer ces réfugiés au Rwanda, alors que la justice européenne dit non. Ils ont même menacé de se retirer du champ de cette justice européenne pour pouvoir envoyer des réfugiés afghans, syriens, érythréens surtout, éthiopiens, somaliens et autres. Et on sait où ils finissent, ces réfugiés-là. Donc il y a des intérêts en jeu et qui ne sont pas nécessairement, qui ne vont pas dans le sens de la paix de la région d'Afrique centrale et des Grands Lacs, et qui vont dans le sens des intérêts occidentaux, malheureusement. Tout à l'heure, on pourrait parler notamment de... Enfin, on verra. Si on doit en parler aujourd'hui, on verra. Mais le rôle que les États-Unis jouent et qu'ils ont joué, même après la visite de M. Anthony Blinken, le rôle n'est pas clair. Il y a beaucoup d'intérêts en jeu. Oui, vous pouvez en parler. Vous pouvez en parler. Ce sont des exemples. Ce sont des exemples. Ce sont des exemples de tels contrats un peu clairs. Ce sont des exemples parce qu'on a aussi des informations de toutes parts, y compris de Kigali. À Kigali, certaines personnes qui étaient dans l'entourage du président Kagame et de l'entourage du ministre des Affaires étrangères, qui pensent savoir et qui savent réellement ce qui s'est dit entre Kagame et Blinken, nous disent, mais Kagame a dit sa vérité comme il le fait d'habitude. Il a dit aux États-Unis ce que ces derniers allaient perdre si la frontière rwando-congolaise était fermée. Ils ont parlé notamment de la fameuse usine de transformation du cobalt du coltan au Rwanda. Parce que, on ne nous le dit pas souvent, mais les États-Unis sont les premiers clients, c'est le premier client du Rwanda pour le cobalt et le coltan, parce que tout se passe bien sûr entre Kigali et Washington, ce n'est pas entre le Congo et Washington. Donc Kagame a fait comprendre à son interlocuteur américain, Anthony Blinken, chiffre à l'appui en disant, voilà ce que vos entreprises vont perdre. Est-ce que vous êtes d'accord que vous continuez à faire pression sur nous pour mettre le Rwanda à genoux? Parce que si nous renonçons à ces contrats, le Rwanda sera à genoux. Mais vous aussi, vous aurez des conséquences de cette mise à genoux du Rwanda, de cet étranglement de mon pays. Ce que Kagame a dit à Blinken. Vous avez vu qu'après sa visite, Blinken n'a pas beaucoup parlé de ce voyage. Au contraire, on se demande même si, au lieu de se saisir vraiment des revendications congolaises, si les États-Unis n'ont pas préféré écouter plus Kagame. Moi, je continue à penser qu'il y a eu quelque chose. Entre Kinshasa et Kigali, il y a eu des drôles
de changement d'attitude et les intérêts bassement matériels et financiers et industriels sont venus à la surface et les États-Unis, vous savez, ils vont pas abandonner tous ces avantages juste pour les beaux yeux des Congolais, sauf si ces derniers prennent des décisions pour chasser militairement l'armée rwandaise. Autrement, ça va continuer comme avant. Et vous avez aussi constaté qu'au lieu de s'adresser, d'adresser ou de parler du problème réel, l'insécurité de l'Est de la RDC, on a commencé à parler d'autre chose. On a commencé à parler du positionnement des uns et des autres par rapport à la Russie, à reprocher. Certains aux États-Unis ont même reproché au président Tshisekedi d'avoir été trop gentil, d'avoir cédé aux sollicitations de la Russie, sans avertir Washington. Vrai ou faux, je ne sais pas. Aujourd'hui, on sait que dans la stratégie de ce grand pays américain, du Canada, de la France et des autres, le positionnement des pays africains à l'égard de la Russie compte et peut créer même ce que nous, on peut ne pas pouvoir qualifier. En tout cas, la visite de Blinken, à ce jour, n'a pas porté de fruits positifs. C'est mon point de vue à moi. Il y a eu un silence étouffant après le départ de Blinken de Kigali. Alors que de Kinshasa, on s'attendait à quelque chose d'autre. C'est évident. De toute façon, si vraiment les États-Unis avaient l'intention d'aider la sous-région, ils auraient réagi à la situation telle qu'elle est, mais ils n'ont rien fait. Et pourtant, ils connaissent la situation. Il y a eu même des rapports, certains officiels, d'autres qui ont fuité, que les États-Unis connaissent bien, d'ailleurs, qui ont été cités par Anthony Blinken lui-même, quand il était justement dans la région. Mais tout ça, actuellement, il n'a rien fait, alors qu'il devait se baser sur toutes ces données, toutes ces informations, pour annoncer la position des États-Unis. Mais actuellement, aucune position des États-Unis, rien n'a été dit, rien n'a été fait. Alors vous avez raison quand vous dites que les États-Unis ont peut-être trouvé un frein à leur volonté d'aider le Congo à trouver la paix. Mais est-ce que les États-Unis, à la fin, parce que, bon, il y a d'abord les intérêts, qu'on ne se le cache pas, il y a les intérêts de ces puissances qui cherchent dans la région, et que Kagame les fait miroiter même plus que les intérêts espérés. Mais à la fin, c'est ça le problème. Nous sommes ici aussi pour donner l'alerte, alerter ces dirigeants qu'à la fin, le plan de Kagame ne sert pas nécessairement ou ne va pas nécessairement avec leurs intérêts comme ils le croient, comme ils le croyaient. Alors, qu'ils fassent attention, ceux qui ont des contrats ou ceux qui n'en ont pas encore, qui doivent les signer, parce qu'il les fait signer en masse, hein, les contrats. Il suffit d'être avec lui 5 minutes, il te présente tout un tas de documents et voilà, il te fait signer. Donc, c'est une occasion vraiment pour mettre en garde certains dirigeants peut-être qui ne sont pas encore tombés dans le panneau, qu'ils fassent vraiment attention. Parce que même les grandes puissances, même les États-Unis actuellement, sont, disons, gênés par le comportement de Kagame, qu'ils ont découvert évidemment plus tard. Et comme tout fourbe, lui, il se garde un truc pour faire le chantage, une fois que celui qui aura tombé dans le panneau
se sera réveillé et qu'il lui demande des comptes. Vous venez de parler de cette usine et des millions que les États-Unis perdront s'ils ne le soutiennent pas. Voilà, c'est ce genre de choses, de chantage par après, qu'ils vous mettent devant les yeux. Alors, vraiment, c'est le moment de dire attention à ces dirigeants étrangers qui côtoient le président Kagame, pour qu'ils fassent attention. Tous ceux qui ont fait signer des contrats avec lui actuellement sont mal embarqués, chez eux, dans leurs pays respectifs. Il y a le cas de la Centrafrique, la République centrafricaine, la situation que vous avez bien suivie, ambassadeur d'Egima Jean-Marie Vianney. Vous pouvez peut-être nous raconter aussi cet exemple pour que ceux qui nous écoutent voient vraiment que ce que nous disons, c'est des choses documentées. Nous parlons des choses documentées. Ce ne sont pas des théories. Ambassadeur d'Exil Jean-Marie Vianney. La Centrafrique, vous avez me fait des émissions avec certains Centrafricains qui connaissent réellement la situation. Alors, je préférerais continuer à parler des États-Unis parce qu'il y a un élément important à suivre. Une fois encore, dans les informations que j'ai reçues proches de ceux qui ont participé aux rencontres avec Blinken, nous disent que Kagame est allé plus loin. Rappelez-vous de la conférence de presse entre Biruta et le secrétaire d'État américain. Ou alors dans une autre interview qu'il avait donnée, Biruta, qu'il avait donnée parallèlement, où il disait que l'armée rwandaise est de toute façon la mieux organisée, la seule prête à opérer et à faire des choses utiles dans la région. Cet argument a aussi joué en face de l'interlocuteur américain parce que les Rwandais disent, vous savez, le temps que l'armée congolaise s'organise pour vous aider à accéder à certaines matières, il va se passer des années entre-temps la Russie aura mis la main dessus. Alors que nous, là, nous sommes capables d'occuper toute la région du Congo, la région la plus utile, bien sûr, l'Est. Nous sommes capables de poursuivre l'occupation, d'agrandir même notre zone d'influence pour vous faire profiter de ces bienfaits. Notamment parce que nous sommes maintenant en période de guerre. On n'est plus à l'époque où Kagame pouvait se targuer de le faire pour je ne sais quels autres intérêts. Aujourd'hui, il dit, vous êtes en guerre contre la Russie. Si vous voulez avoir priorité et accéder à ces ressources, l'homme à tout faire, c'est nous, ce n'est pas Tshisekedi. Parce que Tshisekedi ne contrôle pas son armée, ne contrôle pas son administration, et de toute façon, son administration est infiltrée par nous. Nous pouvons vous garantir d'y accéder tout de suite, et pour longtemps encore. Et vous savez de quoi nous parlons. C'est là que les Américains disent, au fait, est-ce qu'il vaut mieux appliquer les règles traditionnelles de la diplomatie, bon enfant, où on va dire qu'on a des bonnes relations avec Kinshasa, mais sans accéder là, allez, ça hiquette nous, aux ressources congolaises dont nous avons besoin pour faire la guerre éventuellement à la Russie ou pour préparer l'industrie de demain, pour l'industrie automobile, pour l'industrie en matière de communication, c'est là qu'on trouve justement le cobalt et tous les autres minerais de l'Est du Congo. Kagame, il sait, c'est vrai, jouer avec ses interlocuteurs parce qu'en plus, il a des conseillers américains qui sont proches ou dans le parti de Trump ou dans le parti démocrate, donc des gens qui lui fournissent les informations et les arguments à utiliser contre leur propre pays. C'est pourquoi, à la fin, on pense que le secrétaire d'État Blinken est parti plutôt les mains dans les poches, mais presque vide. Il n'a pas obtenu grand-chose de Kigali. La pression n'a pas pu, disons, dépasser les peurs de manquer, de ne plus avoir accès à ces ressources. C'est vraiment un argument massif que Kagame utilise.
il appartient une fois encore aux Congolais de faire monter la pression aussi, de contrôler leur pays et de contrôler leurs ressources. C'est la seule façon de mettre l'armée rwandaise hors d'état de nuire, sans nuire au peuple et à la population du Rwanda. Ça aussi, nous devons le dire. Quoi qu'il en Pour soit, revenir les à la Congolais, Centrafrique, oui, oui, avant d'aller à la Centrafrique, quoi qu'il en soit, je disais que les Congolais, ils y parviendront. Peut-être avec des dégâts, après avoir eu pas mal de dégâts. Les dégâts, d'ailleurs, il y en a eu beaucoup. Mais ils y parviendront. Et quand ils y parviendront, je pense que les États-Unis s'en mordront les doigts. Parce que, bon, imaginons si la Russie, qui est quand même une grande puissance, ou ses amis, parce que la Russie n'est pas seule, il ne faut pas l'oublier, si il parvenait vraiment à mettre la main sur le Congo, Kagame ne pourra pas avoir le Kivu, ça c'est sûr. Et les États-Unis, ils seront vraiment en très mauvaise position. C'est là que les dirigeants, avant de s'engager, devraient vraiment réfléchir et surtout penser à la population. Parce que la base, donc tout contrat qui est basé sur les biens de la population, c'est ça le contrat qui a la chance de durer et de s'exécuter jusqu'à la fin. Mais ces dirigeants qui signent sans tenir compte des peuples, des populations, ce qu'ils pensent, de leurs biens, là, ce sont des contrats justement qui finissent par mettre en mauvaise position ces dirigeants qui les ont signés, comme on l'a vu en Angleterre, comme ça risque d'être au Congo, comme c'est maintenant en République centrafricaine. Vous vouliez en parler tout à l'heure. Je pense que le président Archange Touadéra actuellement est en position un peu face à sa population, face à certaines tranches, grandes tranches de la population du Centrafrique. Je pense qu'il leur doit des explications. Alors, je n'ai pas les dernières informations, les plus récentes, c'était hier. Il y a déjà un pas de franchi par rapport aux réclamations de l'opposition centrafricaine, notamment en réponse à la demande du G16 que préside ou que coordonne le professeur Akanji. Certaines demandes du professeur Akanji ont été acceptées par la Cour constitutionnelle, parce qu'ils avaient fait recours justement à la Cour constitutionnelle. Il y a des choses que cette dernière demande à Archange Touadéra de réviser et de ne pas mettre en application, comme la vente de la nationalité par le Sango Coin, par le Bitcoin. Or, ça, c'est très important. C'est là que le professeur Akanji disait, vous savez, si telle personne, telle manière de tel secteur voulait acheter la nationalité et la donner à plusieurs, ou alors donner de l'argent à des millions d'Américains pour qu'ils achètent leur nationalité, les Centrafricains seraient débordés. Ouais. Et ça vient de tomber. La Cour constitutionnelle centrafricaine a suivi l'avis du professeur Akanji, ce qui est quand même une bonne chose. Là où ils n'ont pas été suivis, c'est la demande qu'ils avaient faite de mettre fin au Sango Coin, la version Bitcoin centrafricaine, quoi. Là, la Cour constitutionnelle a dit que c'était légal et que donc on pouvait suivre. Maintenant, on verra. C'est pas terminé parce qu'il y a des recours qui sont en attente. Et si vous voulez, je vais peut-être rentrer en contact avec mes amis et puis ils viendront peut-être nous parler de cette affaire, soit sur la voie des Grands Lacs, comme ils sont déjà connus là-bas, ou alors on verra.
Mais en tout cas, il y a des choses qui évoluent. La population centrafricaine ne veut pas continuer à pâtir notamment de la politique d'Archange Touadéra, la politique importée du Rwanda, où le FPR et son armée, où les dirigeants, les autorités de Kigali ont le pouvoir de tout faire dans ce pays, y compris à se placer en face de la RDC, du côté de Bangui, pour contrôler un peu ou menacer la souveraineté de notre grand voisin, la RDC. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont en marche. On peut peut-être y réserver une autre séance de débat, d'échange, d'information. Aujourd'hui, à mon avis, il serait compliqué de traiter cette question en profondeur. Mais en tout cas, les Centrafricains sont bien réveillés face à cette question. C'est vrai que on ne peut pas aborder tout ça, c'est tout un dossier, hein, mais pour ceux qui ne connaissent pas vraiment l'histoire, je leur dirais que le Rwanda a fait signer, donc c'est toujours la même procédure, le Rwanda a fait signer au président Archange Touadéra des contrats. Ils ont fait miroiter, voilà, on va te protéger, on va... et lui, il a signé les yeux fermés. Et quand il s'est réveillé, pour dire, ah voilà, maintenant j'ai des pressions intérieures, les Centrafricains me demandent pourquoi j'ai fait cela, pourquoi je vous ai donné tout ceci, il avait déjà un enfant avec la militaire rwandaise, sa garde que Kagame lui avait envoyée. Il avait déjà un enfant. Donc, il est maintenant lié par une alliance familiale ou parentale traditionnelle avec Kagame. C'est notre beau-fils. Beau-frère. Voilà. Ça rencontre ce que nous disions, parce que une fois que celui qui a signé avec lui se réveillera, il se garde quelque chose qu'il va lui présenter. Écoute, Anthony Blinken, regarde, cette usine, tous ces intérêts, tous ces millions, vous allez accepter de les perdre? Voilà, c'est à vous de choisir. Rappelons quand même, pour informer notre public, que les militaires rwandais ne sont pas arrivés en Centrafrique au départ dans le cadre d'un contrat entre le Rwanda et la Centrafrique. C'était pour faire partie des contingents de la MINUSCA, c'est-à-dire de l'ONU. C'est l'équivalent de la MINUAR à l'époque en 93-14. Donc ils étaient là d'abord pour ce contingent onusien. Et puis après, comme vous le dites, cher Aloïse, le président Kagame a proposé autre chose. Donc en Kinyarwanda, on peut dire Ntagendwa Kamwe. Il a toujours dans la main droite la partie officielle, puis dans la main gauche, il a un contrat caché qui sort à la dernière minute, alors que vous ne pouvez pas dire non, quoi. Oui, et je mettais à l'écran justement un article qui disait, qui montre ce que vous disiez. La Centrafrique et le Rwanda signent 4 nouveaux accords de coopération. Tout s'est passé par, chaque fois, par les signatures. Hein. Il fait signer, Paul Kagame fait signer tout dirigeant qu'il rencontre, et lui il fait signer des conventions, des contrats, qui le dit, et par après, ce dirigeant ne peut plus s'en sortir. Et s'il s'en sort, s'il se réveille, le président Kagame aura quelque chose pour le faire chanter. Sachant que par moment, et parfois, ça va devenir d'ailleurs souvent, je pense, il y a des contrats qui sont signés et qui tombent en annulation du fait justement de leur caractère léonin. On a vu aussi des contrats signés avec le président Tshisekedi. Après son arrivée au pouvoir, il a signé des contrats avec Kagame. Et aujourd'hui, ils sont caducs, nuls et non avenus.
Donc, tant mieux. Vous parlez de Tshisekedi, justement. Tshisekedi s'est réveillé, les mains et les pieds liés. Sa population lui faisait pression. C'est-à-dire, c'est pas possible que tu aies signé de tels contrats. C'est pas possible que tu aies signé avec Kagame de tels contrats. Et Tshisekedi s'est trouvé en porte-à-faux avec son peuple. C'est ça qui l'a réveillé et maintenant il a coupé tout, il a stoppé, comme vous le dites, tous ses contrats, notamment les Rwandais qui faisaient des vols jusqu'à Kinshasa. Donc tout ça a été arrêté. C'est le même schéma. Les dirigeants étrangers se réveillent après, ils se retrouvent piégés. Je ne sais pas si Kagame n'a pas trouvé quelque chose à faire chanter Tshisekedi pour que... Mais je suis... Si, c'est en cours, Hein. Mais je pense il risque d'y laisser des ailes s'il fait ce qu'il a l'intention de faire, parce qu'il a aussi des plans B ou C. Hein. Donc, il faut que Kagame fasse très attention quand même. On ne veut pas d'apocalypse dans la région. Or, Kagame, il travaille. Voilà, donc c'était encore un exemple que je montrais. La République centrafricaine et le Rwanda ont signé 4 accords de coopération à l'occasion de la visite d'État du président Faustin Archange Touadéra au Rwanda du 5 au 8 août courant, a annoncé dans un communiqué la présidence centrafricaine lundi. Il s'agit d'un accord d'exploration en vue de l'exploitation minière. Sur tout ça, donc les accords visent souvent l'argent, les mines, tout ça. Deuxièmement, d'un protocole sur le développement du transport, certainement les vols de Rwanda en République centrafricaine. 3. D'un protocole d'entente relatif à l'appui et à la mise en œuvre de la stratégie nationale de la réforme du secteur de sécurité dans le domaine de la défense en République et d'un protocole d'entente pour la coopération dans le domaine de la planification économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un protocole d'ingérence dans les affaires de la Centrafrique, tout simplement, dans le domaine économique, dans le domaine de la coopération, dans le domaine de la défense, dans le domaine des mines. Voilà, un protocole d'accord, comme ça. Et les Centrafricains, ils se sont retrouvés vraiment vendus par leur président. Il y a eu des manifestations, il y a eu des manifestations des Centrafricains partout dans le monde, par-ci par-là. Partout dans le monde, y compris à Paris. Devant l'ambassade du Rwanda. Et le président Archange Touadéra est sous pression. Il ne sait pas où aller. Et il ne peut pas couper les ponts avec le Rwanda parce que Kagame lui dit attention, viens rendre visite à ton fils ici. Il y a ton fils ici qui pleure. En fait, toutes les initiatives du président Kagame dans plusieurs pays africains déstabilisent les régimes en place en pensant les aider. Parce que le caractère étranger, omniprésent de ce régime, vous savez, on le voit très très facilement à Bangui. Il y a beaucoup de personnalités rwandaises qui sont apparues, dont la représentante, je pense, de l'ONU, du PNUD, et de je ne sais plus quelle autre organisation. Je pense que c'est l'Organisation mondiale de la santé ou de l'agriculture. Et beaucoup de représentants d'institutions onusiennes et représentants d'origine rwandaise. Comme ça, tout d'un coup. Et les Centrafricains, ils ont des yeux pour voir. Ils se disent, mais quelle relation y a-t-il entre le Bitcoin, c'est-à-dire l'achat de terres par des Rwandais, l'ouverture de nouveaux magasins partout dans le pays par des Rwandais et des anciens militaires rwandais, d'ailleurs, parce que ce sont des retired.
des militaires à la retraite, mais qui sont combatifs, plutôt qui font partie des contingents combattants. Hein. Ils peuvent faire la guerre à tout moment. Donc, ça provoque des malaises dans les pays d'accueil. Au Mozambique, nous avons une situation pareille ou similaire. Aujourd'hui, la zone que le Rwanda s'est targué d'avoir libérée, d'avoir aidé le gouvernement mozambicain à libérer, eh bien, cette zone est encore partiellement sous occupation rebelle. Alors que ça a créé des frictions entre le Mozambique et les autres pays de la SADC. Vous voyez? Donc, partout où, malheureusement, le régime qui est à la tête de notre pays passe pour, soi-disant, aider les Africains, il y laisse des traces plutôt négatives. Aujourd'hui, il y a une partie de Cabo Delgado qui est occupée par les rebelles, entre guillemets, dits islamistes. Alors, quelle a été l'action du Rwanda? Pourquoi le Rwanda a empêché la SADC d'agir? Elle s'est précipitée. Là aussi, elle a donné comme explication le fait qu'une armée seule comme ça, une armée organisée comme celle du Rwanda, serait plus efficace qu'un contingent composé de 18 pays ou de 16 pays, et que donc le Mozambique devrait, et c'est ce qui s'est passé, le Mozambique a préféré l'arrivée des troupes rwandaises avant celle de la SADC. Mais les choses sont en train de changer. Parce que le président mozambicain a compris qu'il avait commis des erreurs, je pense. On l'a vu d'ailleurs au dernier sommet de la SADC à Kinshasa. Hein, le président mozambicain, on le voyait un peu mal à l'aise, mais aussi heureux de reprendre sa place dans cette grande famille de la SADC. Mais on sentait que quelque part, il avait fait faux bond à ses camarades d'Afrique australe. Est-ce qu'on peut dire on peut trouver un seul pays qui aurait signé des conventions, des contrats avec le Rwanda et dont l'exécution aurait été vraiment bénéfique pour tous les deux côtés, ou en tout cas difficilement, parce que les contrats que lui représente le président Kagame, ce sont des contrats qui ont des contrats cachés derrière, et lui, beaucoup de présidents le lui ont dit, à partir de celui du Burundi, de celui du Congo, ils lui disent qu'il est malhonnête, qu'ils lui ont fait confiance, ils ont signé avec lui, ils ont cru que c'était quelqu'un qui voulait une coopération amicale, donc, mais Kagame les poignarde dans le dos. C'est chaque fois comme ça. Je ne connais pas un seul pays au monde où vraiment les relations avec le Rwanda ont été et sont restées vraiment amicales. Voilà. Les pays de l'Union européenne, jusque-là, le contrat qu'ils ont signé avec Kagame sur l'affaire des réfugiés, justement, jusque-là, ils sont fidèles entre eux, entre Kagame et l'Union européenne. Je crois que ça se passe bien. Parce que le contrat est en exécution. Il y a des réfugiés africains ou autres qui sont redirigés vers le Rwanda. La semaine dernière encore, je vous l'ai dit. Et puis, il y a quand même l'ami Israël. L'ami Israël, vous savez que Israël a eu aussi des problèmes avec le transfert de demandeurs d'asile qui venaient surtout de... Oui, Netanyahou a eu des problèmes avec son gouvernement et surtout cause de ça. l'Assemblée israélienne. Il a eu des problèmes. Parce que Israël, c'est quand même une démocratie. Malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, Israël est une démocratie. Les gens posent des questions. Des journalistes israéliens sont allés au Rwanda pour enquêter et ils sont revenus avec des rapports. Des rapports qui prouvaient que le Rwanda, en faisant venir des réfugiés érythréens, somaliens, soudanais, éthiopiens et autres, qu'il avait justement un autre plan et que ces réfugiés, de toute façon, ne restaient pas du tout au Rwanda. Quelques-uns seulement, oui, mais que les autres étaient refourgués aux Soudanais et qu'à partir de Kampala, le réseau de Kagame, avec un de ses parents, cousins, je pense,
qui était John, il s'appelle, c'est lui qui jouait ce rôle, et ça rapportait beaucoup d'argent, aussi bien à Kigali qu'à Kampala. Et ces réfugiés-là étaient, une fois encore, ils étaient obligés de payer un deuxième exil. Et John et son réseau s'occupaient de les transférer en Libye. Évidemment, contre paiement. En fait, une fois qu'ils arrivaient en zone civilisée, à Kampala, ils appelaient leur famille en disant, voilà, nous sommes à Kampala maintenant, tout ce qu'on nous avait donné est épuisé, envoyez-nous un peu d'argent pour partir. Et ces contre-paiements, de plus de $5,000 chacun, à John, un des cousins de Kagame, qui est le chef de ce réseau, ces contre-paiements que John les aidait, avec les autorités ougandaises d'ailleurs, à rejoindre la Libye. Il y en a beaucoup qui sont partis, qui sont aujourd'hui en Grande-Bretagne, alors qu'ils qu'ils avaient été chassés au moment où ils allaient atteindre la Grande-Bretagne. Il y en a qui, il y en a qui sont en Grèce, il y en a qui sont en Espagne, il y en a qui sont en Italie, qui ont jusqu'à ce que la boucle soit bouclée et qu'ils reviennent. C'est une boucle de mafia en fait. Même le contrat dont vous parlez avec l'Union européenne, c'est que ils ne savent pas ce qui se passe. Ils savent, ils sont très informés. On leur a tout dit, ils savent. Il ne faut pas qu'ils essaient de se dédouaner. Ils sont complices de ce réseau mafieux de Kagame. Il ne faut pas qu'ils racontent des histoires. Ils sont informés. Ils sont informés et leur contrat ne s'exécute pas comme il faut en fait, comme ils le croient. Parce que si Kagame laissait les journalistes enquêter, certainement que les immigrés envoyés par l'Union européenne, au travers des fonds de l'Union européenne, se retrouveraient, donc les chercheurs, les journalistes trouveraient un autre réseau qui les aurait détournés. Parce que j'ai ici un écrit d'un journal qui a envoyé un journaliste au Rwanda, et le Rwanda n'a pas voulu lui donner le visa. Si vous étiez le Rwanda de Paul Kagame, vous n'accepteriez pas de laisser venir les enquêteurs. Hein. C'est toujours comme ça. Rappelez-vous d'ailleurs, lorsque vous avez autant d'avocats à Bruxelles, donc vous êtes Kagame, vous avez ce réseau de mafieux qui trafiquent les réfugiés de partout, vous êtes tipo. Mais en même temps, vous avez autant d'avocats à Bruxelles, au sein de l'Union européenne même. Rappelez-vous ce qu'avait dit le responsable de la diplomatie européenne quand Kagame était à Bruxelles. Mais il avait défendu Kagame comme si c'était son client ou je ne sais pas. Je me suis dit, mais attendez, ce monsieur-là, il est censé défendre les intérêts de l'Union européenne, mais au contraire, il est devenu l'avocat de Paul Kagame et de son régime. Il a dit des choses incroyables. Et en même temps, vous avez d'autres chefs d'État européens, des premiers ministres, de là chez vous, des responsables au plus haut sommet d'ici chez nous. Et d'ailleurs, comment voulez-vous que tout soit éclairci si l'homme, le gentil Kagame, a autant d'avocats dans le système même qui l'a aidé à construire ce réseau mafieux? C'est ça le problème, c'est un cercle vicieux. Ça commence à Bruxelles, ça va à Kigali, ça remonte à Bruxelles, il y a des implications de certaines personnalités. Et voyez-vous, l'ambassadeur rwandais à Londres, Johnson Bunsig, il est ambassadeur, alors qu'il a avoué quelques mois avant qu'il avait payé pour kidnapper Paul Rusesabagina. Comment voulez-vous, d'ailleurs je voudrais profiter de ce moment pour rappeler à nos compatriotes que Paul Rusesabagina a été kidnappé il y a 2 ans. Donc on ne l'abandonne pas, on est là pour rappeler qu'il est en prison, que que les États-Unis ont déclaré que c'était un prisonnier illégal. Il n'est pas seul, il y a des dizaines d'autres Rwandais, des jeunes, des plus jeunes que Paul Rusesabagina, qui sont en prison juste parce qu'ils ont ouvert des chaînes YouTube. Ou d'autres parce qu'ils ont créé des partis politiques. Les pays européens le savent. Il y en a aussi qui sont en prison. Il y en a aussi qui sont en prison parce qu'ils ont lu, enfin,
ils ont voulu lire et comprendre un livre qui leur parlait de comment on peut se libérer Réussir d'une une dictature. révolution. Oui. Eh bien, donc ils ont commis un crime putatif qui n'a jamais existé. Et on leur a dit, tiens, s'ils font cette réunion, et s'ils lisent ce livre, il peut nuire à la sécurité du pays. Donc, devant la justice, une justice normale dans des pays où la justice fonctionne normalement, voilà une affaire qui serait déclassée dès le départ. On ne peut pas accuser quelqu'un d'intention, d'avoir une intention, l'intention qui n'a même pas été, qui n'a pas eu de commencement ou de début de matérialisation. Et les jeunes sont là depuis bientôt 1 an. Ils sont en prison. Donc, ces pays occidentaux dans lesquels nous vivons, qui sont donnés comme modèle de respect des droits de l'homme ou de démocratie, franchement, les Africains doivent commencer à mettre ça en question. Nous devons Oui, lutter. c'est ce que j'allais vous demander, justement, de conclure les mots de clôture de cette émission, parce que si on en parle, ça prendrait des semaines. Mais pour aujourd'hui, je pense que je ne peux que vous remercier vraiment de tous les éclaircissements que vous nous avez donnés sur la malfaisance de Paul Kagame dans les contrats qu'il fait signer à nos amis, à nos pays, à nos dirigeants amis, qui finalement se retournent contre eux. Parce que lui, chaque fois et chaque contrat a toujours des mauvaises intentions derrière. Voilà. Donc, un mot de clôture et nous allons nous séparer. Un mot de clôture, je finis ce que je commençais à dire déjà, que nos compatriotes, qu'ils soient rwandais, qu'ils soient congolais, qu'ils soient sénégalais ou autres, ils doivent se dire que notre destin n'est pas que dans nos pays respectifs, les pays d'origine, qu'il est aussi dans les pays dans lesquels nous vivons. Les jeunes Rwandais qui sont conscients de ce qui se passe en France, qui voient comment le réseau pro-Kagame fonctionne, moi ce que je leur suggère, c'est d'entrer carrément en politique française, de tout faire pour suivre les traces de Hervé Berville, qui est maintenant secrétaire d'État en France, à peine 30 ans. Il faut que nos jeunes aussi entrent en politique. S'il faut dire des choses différentes, qu'ils soient là pour les dire. Les vérités qu'on ne dit pas aux Français et aux dirigeants français. En Belgique, la même chose. Il ne faut pas qu'on ait peur de faire de la politique en disant, oh, après tout, nous sommes que des... Non, on est des Rwandais, mais on est aussi... Pour certains, ils sont nés en France, ils sont nés en Belgique, ils sont nés aux États-Unis et ailleurs. Eh bien, je pense que nos jeunes doivent absolument s'engager en politique dans les pays où ils vivent. Hervé Berville n'est pas venu en France pour devenir secrétaire d'État. C'était un exilé, un jeune qui avait quelques mois à peine ou 2 ans après sa naissance, pendant le génocide. Eh bien, il est aujourd'hui secrétaire d'État. Voilà Patel qui est venu d'Ouganda, elle est ministre de... Patel qui est venu d'Ouganda, elle est ministre, secrétaire d'État à la coopération, je pense. Ou à l'intérieur, des choses comme ça. À l'intérieur. Il faut que nos enfants, plutôt que de penser à faire l'impossible, c'est-à-dire à retourner au Rwanda pour ceci ou pour cela, alors qu'ils savent que là, ça ne va pas, qu'ils s'engagent. Ici, l'amont, c'est vrai, c'est le Rwanda normalement, mais ici, ça peut être aussi l'amont. L'aval peut être le Rwanda, les conséquences de leur action. Vous savez tous quand même que lorsqu'il a à prendre la parole, M. Hervé Berville prend la parole pour lui aussi le gouvernement rwandais. Donc, je ne lui reproche pas ça, c'est tout ce qu'il sait du Rwanda. Mais d'autres qui en savent plus et qui connaissent les relations passées entre la France et le Rwanda sont invités aussi à le faire. Je parle des jeunes, mais je parle aussi des gens comme Aloïse Simbunga qui est politiquement... Je suis déjà à la retraite. À la retraite, mais pas pour faire de la politique. Voilà. C'est vraiment le dernier mot que je voulais... Le mot de la fin que je voulais dire. Eh bien, nous poursuivrons d'ailleurs la prochaine fois notre émission sur ce sujet.
Et là, on pourra développer certains aspects. Tout à l'heure, j'ai insinué qu'il y avait des informations de ces sources-là. Je crois qu'il y a des révélations qu'on doit faire sur notamment ce qui se prépare en RDC du côté de Kigali. C'est très important et nous sommes là pour aider nos peuples à vivre dans la dignité, à éviter cet apocalypse que Paul Kagame nous prépare. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, ambassadeur d'Eximana Jean-Marie Vianney, pour votre présence, pour vos idées, pour la lumière que vous nous avez apportée sur certains sujets, surtout le sujet justement de la nuisance de Paul Kagame au travers ces contrats qu'il fait signer ici et là, partout où il va. C'était notre devoir d'en parler aujourd'hui. On doit le répéter parce que ce serait un manque de venir en aide aux gens. Nous qui savons c'est une nuisance et que nous nous taisons, c'est un manque de porter, disons, secours aux personnes en danger. Je pense qu'il y a une infraction ou un crime qui est puni dans ce genre. Nous aussi, en tout cas, si nous ne serons pas punis par les tribunaux, si nous nous taisons, en tout cas, la mémoire nous le demandera. Vous voulez dire en fait le crime de non-assistance à personne en danger ou à peuple en danger? Oui, au peuple en danger. Alors, merci de nous avoir aidés à s'acquitter justement de ce devoir, ambassadeur de l'Eximana Jean-Marie Vianney. Nous vous souhaitons une excellente soirée chez vous. Portez-vous bien et pour que mardi prochain ou à d'autres occasions, vous puissiez encore une fois nous aider. Merci et à la prochaine. Mon bonjour à vous, Aloïse, à vos collègues de Radio Rumuri et à tous les auditeurs de notre chère radio. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine.